OK, bienvenue dans l'émission À nu, mais on reste habillé. On reçoit aujourd'hui François Burlou. Bonjour, bonjour à tous, bonjour J'ai bien Jonathan. prononcé le nom cette fois-ci. Burelou, comme un loup à la fin. Alors, il y a une particularité, c'est que tu es un acteur dont tout le monde reconnaît le visage et un peu moins le nom et le prénom, c'est Mmh. ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as un sacré parcours, on peut revenir sur, tout ton parcours, sur la façon dont tu as démarré et où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, rapidement nous dire comment tu es arrivé, justement comédien, comment tu en es arrivé à ce niveau-là? Alors d'abord, merci, de m'accueillir, c'est très sympa d'échanger avec toi. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais beaucoup, ce qui n'existe plus, les 33 tours, les 45 tours. On était encore en francs à l'époque. C'est revenu, hein, C'est revenu, un oui, c'est peu à la vrai. mode. En fait, j'écoutais beaucoup, les comiques de l'époque. Alors ça allait de Fernand Reynaud à Leluron, à Coluche et ça m'était venu pour la petite anecdote parce qu'un jour j'ai entendu, mon oncle rire dans sa R5 en écoutant une cassette de Fernand Reynaud. J'avais 7, 8 ans et je comprenais pas tout, mais je voyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans une cassette et que ça faisait rire mon oncle et je me disais: «Waouh, c'est un pouvoir énorme ça». Et donc j'ai commencé à acheter ces disques et à faire, les sketchs en famille, à faire des imitations, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire le métier d'humoriste. Mais, je venais d'une famille pour qui, évidemment, les métiers artistiques n'étaient pas des métiers. Donc j'ai fait un cursus, de communication, et après un bac+4, j'ai commencé à travailler en agence de publicité pendant quelques années. Et puis j'étais très malheureux et j'ai commencé à écrire des sketchs et à faire des auditions, dans des endroits comme le Point Virgule, le Carré Blanc et Donc tu as commencé par la scène, les sketchs, par la l'humour, scène. une sorte de stand-up ou pas du tout? Non, C'était vraiment des sketchs c'était des construits, OK. personnages, c'était des sketchs de situation. J'étais un autodidacte, donc j'avais jamais écrit, donc j'ai commencé à écrire et comme j'avais, me disait-on à l'époque, un peu la vis comica, donc ça, c'est pas lié à moi, hein, c'est une sorte de talent qui fait que dès que j'ouvrais la bouche, je faisais rire. À l'école, j'étais évidemment En plus tu parles latin. en plus je parle latin. À l'école, j'étais évidemment le trublion, je faisais des sketchs, au collège, derrière le réfectoire entre midi et 2. Enfin bon. Donc, j'étais le bon client. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire des choses et je me suis rendu compte que, j'ai appris ce que c'était que d'être sur une scène, le public, le rapport au public, les ruptures, le rythme et cetera. C'est une drogue. Ouais, c'est une drogue, la scène, c'est une drogue. Dès que tu y goûtes, après, tu veux plus Ouais, arrêter. enfin, moi, je trouve que la scène, c'est à la fois, c'est à la fois, c'est une drogue, lente, douce et en même temps, qui fait peur. Là, j'ai rejoué au théâtre, samedi dernier, là, j'ai repris un rôle en très peu de temps, pour une fin de tournée en remplacement d'un acteur et j'avais encore toujours le trac et en même temps, quand tu sors et même quand tu joues, il se passe quelque chose de tu peux être malade, tu es plus malade, tu peux avoir des soucis, tu as plus de soucis, au moins pendant 1 heure et demie, voilà. Et puis, il y a ce lien, moi je suis très attaché au lien, cette connexion avec le public. Tu as préparé des choses, tu les fais, ça déclenche un rire. Si on est dans la comédie, là, il s'avère que la pièce, c'est une comédie, ça s'appelle «Vive les vacances», mis en scène par Anne Bouvier. Mais Ah, de Bouvier. on peut en parler tout à l'heure si tu veux, mais tu sais, c'est comme un, je sais pas, un cuisinier qui prépare un bon plat, et il la met sur la table, les gens goûtent, et c'est vachement bon. Là, tu as une satisfaction qui est indicible, je trouve. Et tu as envie de leur refaire encore un autre plat et tu as Ouais, envie de bah, reproposer autre chose oui, et oui, enfin, et puis c'est une découverte de soi aussi. On se met en danger, on se challenge, on se remet en question. Tiens, ça marche pas. Tiens, moi, ça m'a fait rire ça. Bah, je vois que ça marche pas. Donc, comment je peux faire pour, est-ce que je continue, je le change, est-ce que je reviens dessus? Donc tout ça pour revenir sur ta première question, à 28 ans, je me suis fait, virer, d'Hachette Philippaki où j'étais, chef de publicité à vendre de l'espace publicitaire pour des magazines de sport. C'était pas la première fois que je m'étais fait virer, d'agence de communication parce que je faisais plus le con en fait que de travailler et je me suis retrouvé à 28 ans sur le carreau et je me suis dit: «Bon, est-ce que je continue à chercher, du boulot dans les agences de pub où je suis malheureux? Ou est-ce que, comme j'ai commencé à travailler le one man, et ben, je prendrais pas un peu de temps pour essayer, de commencer cette aventure-là?» Et c'est comme ça que c'est parti et de fil en aiguille, pendant quelques années, j'ai fait du seul en scène. J'ai créé un personnage en peignoir et tongs qui s'appelait Monsieur Burlou, qui a fait les beaux jours pendant quelques émissions, chez Michel Drucker et hem et à un moment donné, par un concours de circonstances, j'ai un copain comédien qui m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas des photos et que tu te mets pas en agence de casting?» Moi, j'avais jamais joué, devant des caméras.
Je m'étais mis sur scène parce que c'était là où je pensais que c'était le plus simple pour moi avec mon écriture. J'avais pas fait d'école, j'avais jamais fait de stage. Je ne sais pas si j'étais comédien. Pour moi, j'étais une nature, un gars qui savait improviser, qui aimait faire rire et qui venait faire des conneries. Tu faisais ce qui te plaisait aussi. Voilà, je faisais ce qui me plaisait et c'était ma nature, mais je m'étais jamais pensé comédien. D'ailleurs, quand j'étais jeune et que j'écoutais les Coluche, les Thierry Leluron, etc. Jamais je me voyais en Lino Ventura ou en Devers, qui étaient les acteurs de ma génération, mais plutôt effectivement en Patrick Sébastien, en Thierry Leluron, enfin les comiques, en Alex Métayer, que j'aimais beaucoup. Et il m'a dit, mets-toi dans des agences de casting pub avec tes photos. Donc je me suis mis dans des agences de casting pub et pendant 5 6 mois, j'ai fait des casting pubs. Et c'était génial parce que j'arrivais, on était 80, des fois on attendait 1 heure et demie. Je voyais que les gens s'impatientaient et moi je me disais c'est génial parce que je vais passer devant une caméra avec quelqu'un qui va me dire de faire des choses et pendant 3 minutes c'est un stage. On va me demander une impro ou pas, on va me demander un texte à apprendre. Et puis pendant 5 6 mois comme ça j'ai fait des castings pubs et il s'est rien passé. Et puis j'en ai enchaîné 4 d'un coup. Tu le prenais comme un apprentissage, en fait. Exactement. Ah mais moi Tu j'étais hyper content, c'est-à-dire que je ne venais pas du tout pour alors récupérer le Non, casting. mais c'est important ce que tu dis parce que je t'ai dit, nous, on accompagne pas mal de jeunes talents, et cetera. Et c'est vrai que toi, tu as eu la chance d'avoir des seuls en scène avant, mais eux, il y a beaucoup de frustrations qui naissent de tout ça en se disant: «Tain, c'est pas possible, ça fait 6 mois, 1 an», que ça soit de la pub ou même du rôle de figurant. On voit des Ouais. rôles de figurants, il y a des gens qui attendent, comme tu as dit, Mm. 3 à 4 heures et Mm. qui finalement sont pas pris rien que pour des rôles Ouais. de figurants. C'est très, très frustrant, en fait. Toi, ce que tu dis, c'est que tu le prenais comme apprentissage à chaque fois. Moi, quand on m'appelait, quand l'agence de casting m'appelait en me disant tiens, il y a un casting pour Total, mercredi, 14h30, il y a un texte, tu peux y aller. Mais moi, je n'étais pas du tout parti pour me dire je vais être pris. Parce qu'en plus, quand j'arrivais, à l'époque, c'était donc il y a une bonne quinzaine d'années, un peu plus même, on était 80 à passer. Donc des fois, tu pouvais attendre, il y avait du retard et tout. Mais moi, je me disais, c'est génial en fait. On m'offre la possibilité de me montrer devant une caméra. Je vais écouter quelqu'un qui va me dire, ouais, c'est pas mal. Tu peux te jouer un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Non, là, t'en fais trop. Attention, là, oui. Et à la fin, bon, et une petite impro où tu te présentes. Et donc, j'apprenais à gérer ça. J'étais pas hyper à l'aise au début avec la caméra parce que j'ai l'impression que on me regardait et que c'était un regard familial qui me disait: «Tu dois pas faire ça», donc ça me faisait peur. Parce que Donc c'est pas ton monde, ça, à la base. c'est pas mon monde. En plus, j'avais en parallèle commencé à faire Les Coups d'humour, qui était une émission, des TF1 où j'avais mon personnage en peignoir et tongs qui plaisait beaucoup et pareil, j'étais devant les caméras et j'avais un peu l'impression que je bravais un interdit familial, je culpabilisais: «Je suis pas fait pour ça, on me l'a tellement répété». Bon, donc j'étais pas très à l'aise. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'étais content, moi, c'est comme si on m'avait fait une journée de stage, gratuite, en fait. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'être pris. Et puis, je te dis, j'en ai enchaîné quelques-uns comme ça. Je me suis rendu compte que, comme on fait passer la même séquence à 80 personnes, un jour, j'ai eu un peu une révélation et je me suis dit: «Il faut que tu trouves quelque chose qui te différencie». Et j'avais un peu cette phrase qui était, «La différence génère la préférence». Et je me souviens très bien, le premier casting où j'ai été pris, c'était un casting pour une pub, d'une marque automobile, pour des promos, clim. Et le casting, c'était, tu es le vendeur et en fait, tu es en train de dégivrer la vitre de ta concession parce que c'est les portes ouvertes et on a mis la clim des voitures. Et au loin, il y avait des gens qui arrivaient nus tellement il faisait chaud et qui venaient pour acheter la voiture. Et le casting, c'était, tu as une raclette et tu racles la vitre. C'était ça. Et j'assiste parce qu'on est 3 4 à passer en même temps, ça allait très vite. Et puis je vois que tout le monde fait ça. Et je me disais, trouve un truc, trouve un truc, trouve un truc, trouve un truc. Et quand je passe, je connaissais pas cette directrice de casting. Je me présente, voilà, et je commence à faire pareil. Puis elle était un peu lassée, elle en avait vu 50, elle en avait Ça encore doit être 50, à qui on catastrophique. disait, vas-y, passe ta raclette. Et puis donc, moi, je commence à racler, puis à un moment donné, je fais juste, comme ça. Et elle s'arrête, elle me dit, mais d'où tu viens, toi? Alors je lui réponds, bah, moi, je viens du Kremlin-Bicêtre. Elle me dit, non, non, mais pourquoi je t'ai jamais vu Et j'ai dit, mais pourquoi vous me posez ça? Elle me dit, écoute, tu dois être le 50e que je vois depuis ce matin. T'es le premier qui fait ça. Bah, je dis, ouais, je sais pas, ça me vient comme ça. Et j'ai été pris. Et j'ai été pris, je pense aussi, alors peut-être que le physique correspondait, etc. Mais je pense que j'ai été pris aussi parce que j'avais trouvé ce petit truc, Une en pointe plus, comme d'audace dirait aussi. l'artiste. Ouais. Et je me suis dit, tiens, tu vois, t'as pas fait d'école de théâtre, mais si tu réfléchis aux situations,
la différence génère la préférence. Si tu es bon en impro, si tu peux trouver quelque chose qui va faire que: «Ah tiens, on n'y avait pas pensé», ça marchera pas à tous les coups, mais on va te remarquer. Et c'est aussi ça qu'il faut apprendre aux jeunes, c'est-à-dire que chacun a sa singularité, il faut travailler sur sa singularité parce qu'on est tous différents et c'est ce qui fait que tu es différent, qui va plaire ou pas, mais qui va faire que tu vas pouvoir te positionner. Si tout le monde se ressemble, pourquoi lui plus qu'un autre? Donc, de fil en aiguille, pour finir, la réponse qui est un peu longue, je vais faire plus court. Après avoir fait, pas mal de publicités que j'ai enchaînées, on m'a dit: «Mais pourquoi tu trouverais pas un agent?» J'avais pas fait de fiction, donc j'ai dit: «Bah, moi, je peux venir qu'avec mes vidéos, de pub». Je suis allé chez un agent qu'on m'avait conseillé, j'ai fait quelques années et ainsi de suite et j'en suis à mon troisième agent, j'en suis très content, Sophie Lemaître. J'étais très content aussi, là où j'étais C'est avant, l'évolution de mais carrière. c'est une évolution de carrière et voilà et j'ai commencé à tourner par des petits rôles. J'ai fait assez peu de figuration, mais un peu et pareil, quand je faisais de la figuration, je regardais comment ça se passait, comment le premier assistant: «Ah, c'est le premier assistant. Ah, c'est lui qui dit ça. D'accord. Ah, le réalisateur. Ah, le» et en fait, bah, tu arrives, tu regardes, tu observes et tu dis: «D'accord», tu vois comment ça se passe. J'ai essayé un peu de, tu vois, de me montrer, de dire, «Mais bon, tu n'es que figurant». Johan Dionnet, Oui, bah, c'est un très bon copain à moi. il nous racontait sa petite anecdote de figurant où Oui, on j'ai vu voyait que ça. ses pieds. Oui, oui, j'ai vu ça, mais tu essayes de faire des petites choses, tu essayes de, bah, voilà, de alors c'est pas de se mettre devant la caméra, mais de trouver, quelque chose ou peut-être que quand tu vas passer à l'image, on va t'avoir remarqué et puis de fil en aiguille, voilà, les choses se sont fait. Après tu crées aussi ton relationnel, ton tissu professionnel et Tu as réussi à jouer quand même dans des alors, j'en parle parce que tu as joué quand même dans des films qui sont très mythiques. ouais. T Si tu peux nous donner un peu tous les titres parce que les gens ils ont l'impression de t'avoir vu partout, Ouais. mais surtout en évolution, mais c'est des films quand même qui sont, connus et reconnus et vraiment aujourd'hui, certains qui ont fait partie, Mmh. des top films du box-office aussi. En 2012, je tourne dans enfin, sont sortis donc on a dû tourner en 2011, Les Caïras, qui est une scène, avec le flic cocu, cette scène, voilà, on m'en parle, quasiment tous les jours, mais c'est vrai, c'est étonnant et surtout les jeunes. J'ai eu la chance d'avoir, un rôle dans Intouchables. Je fais partie de ceux qui viennent, Un des postuler. auxiliaires. Voilà, un des auxiliaires. Alors on a beaucoup tourné, ça a été coupé après, mais on a beaucoup tourné et là, c'était une expérience formidable, formidable. On ne savait pas du tout que ça allait devenir ce film-là. Donc ça, c'est quand même, voilà, je peux dire que j'ai fait partie d'un film qui a fait plus de 20 millions. Et puis après, je suis, Angela Merkel dans Les Tuches 3. Donc personne ne le sait, c'est à mon grand Mais désarroi. maintenant tout Mais le monde le sait. le film a fait 8 millions. J'ai même des amis, acteurs, actrices qui m'ont, à l'époque, on échangeait et quand ils me disaient: «Tu fais quoi toi en ce moment?» Je dis: «Bah là, je suis dans Les Tuches 3». Il me dit Angela je pense Merkel. à Mathilde Seigné qui est une bonne amie qui m'a on s'appelle régulièrement et elle me dit: «Bah tu es pas dans Les Tuches 3, je l'ai vu hier». Bah, je dis: «Si, si». On me dit: «Ah mon François, je t'aurais reconnu». Ben je dis: «Si, Angela Merkel» et elle pousse un cri: «Oh, c'est toi!» Personne ne sait que je suis dedans. Le Mais attends, film a fait qu'est-ce qui se 7-8 passe dans millions. la tête de quelqu'un pour décider que ce soit toi? Ben, dans la tête d'Olivier Barou, ben, c'est exactement ce que j'ai posé comme question à Dorothée Grosjean, qui était mon agent de l'époque, quand elle m'a dit, j'étais sur le tournage de la seconde étoile, et je lui dis, elle me dit, Olivier Barou veut t'appeler pour te proposer quelque chose d'assez particulier. Je dis, mais tu sais ce que c'est? Elle me dit, oui, non, mais tu verras. Et moi, je sais pas pourquoi, j'imaginais qu'il voulait que je traverse à poil dans une séquence de quelque chose. Que tu aurais fait avec plaisir. Ce que j'aurais fait avec plaisir. Alors là, non, mais moi, il n'y a aucun problème, moi. Je pense qu'il On faut peut me savoir demander n'importe quoi. il faut s'éclater. Et voilà, et non, il m'a dit, «J'ai pensé à toi, voilà, je voudrais te faire, tourner et que tu aies le rôle de Angela Merkel, mais je veux pas que ça soit un p me je veux pas qu'on pense que c'est un travelot, je veux vraiment qu'on pense que c'est elle». Alors au départ, la scène devait se passer lors du match France-Allemagne au Stade de France. Ça n'a pas pu se faire avec le Stade de France, donc on a tourné à Chatou et en fait, il y a eu plus de scènes où je recevais, Tuche qui était donc, président et c'était génial parce que, voilà, c'était une expérience. On m'a fait un masque, j'avais 4 heures de maquillage, Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps? 4 heures de 4 heures de maquillage? maquillage. Il m'a fallu, d'abord ils ont fait un masque sur moi, hem, donc j'ai fait plusieurs essais et après il y a eu le maquillage et c'est génial Donc c'est une journée entière pour tourner juste une scène quand tu es maquillée comme ça? on tournait à 22 heures parce qu'on tournait de nuit, j'étais convoqué à 16 heures et je pouvais pas dîner, il y avait une paille après pour, voilà. On m'avait Oh dit, là là, «Si tu peux déjeuner et manger des pâtes avant parce que tu pourras pas venir avec nous». ça
Ça t'a fait du bien à ta ligne ou pas du tout? Non, voilà, j'ai eu aussi la chance de tourner dans Les Visiteurs 3, alors qui a pas fait un carton au box-office, mais d'être dans Les Visiteurs, c'était la C'est révolution, donc mythique pour nous, c'est une génération, et c'est mythique. et pareil, dans l'idée de préparer comment, tu génères comment ta différence génère la préférence, quand j'ai eu le casting, je voulais absolument être dans Les Visiteurs parce qu'on a grandi avec Les Visiteurs. Il y avait une semaine de tournage, donc c'était pour jouer le rôle de Couton, qui est un avocat, en fauteuil roulant pendant la Révolution, avec une grande scène de repas qui fait un quart d'heure dans le film, qui a été un peu coupée, mais c'était l'idée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, donc j'avais bossé le texte, voilà. Mais ce que j'ai fait, c'est que ma femme qui est styliste, Laetitia Guéral, je la nomme parce qu'elle fait de plus en plus de fiction et que c'est une très grande professionnelle, On la m'a rajoutera. aidé à me préparer à trouver des fringues qui fassent un peu révolution. Et c'est elle qui m'a dit, euh, pourquoi tu mettrais pas une perruque? Donc je suis allé chez un perruquier, parce que j'avais pas de perruquier autour de moi. J'ai laissé une grosse caution, j'ai acheté, enfin j'ai pris pour la journée, j'ai loué une perruque et je suis arrivé emballé. La perruque était emballée. Quand je suis arrivé au casting, j'ai dit, je peux me permettre de mettre ça. Et j'ai mis la perruque. Et Coralie Amedeo, qui est la directrice de casting, elle m'a regardé, elle m'a dit, waouh, ah oui, elle me dit, toi, quand tu prépares les castings, et j'ai su après, donc j'ai fait la séquence, et j'ai su après, parce que c'est Christian Clavier qui me l'a dit, il m'a dit, quand on a regardé les essais avec Jean-Marie Poiret, pour le rôle de Couton, on a vu une dizaine de comédiens, donc on regarde, il regarde, la directrice de casting leur montre un à un les personnages. Et elle dit, quand tu es arrivé, tu devais être le sixième ou septième, on a vu juste avant qu'elle déclenche la vidéo ta gueule avec la perruque, le machin. C'est On s'est regardé, lui. on a dit c'est lui. Alors ça marche pas à tous les coups, mais moi je crois que par exemple, préparer un rôle, notamment pour un casting, si on te demande de venir pour jouer un banquier, c'est bien de venir en costard cravate. Un peu Moi comme c'est moi un peu c'est comme dans Le Marquis. ben oui exactement, non mais exactement. Mais parce que sinon c'est bien oui de donner les idées aussi, tu vois. C'est que Non, il faut qu'ils puissent se projeter. Ça leur ouais permet aussi de se projeter, ça leur permet de voir et comme tu as dit, les castings, c'est, 80-100 personnes, des fois sur 2 jours en fonction du rôle et va falloir en sortir un. ouais ouais Même pour eux, c'est un calvaire. À la fin, ils vont peut-être faire, plouf, pour savoir qui absolument. vont être récupérés. Et puis on dit l'habit fait pas le moine, mais c'est pas tout à fait vrai parce que je me souviens, pour terminer, c'est les visiteurs, c'est que il m'avait fait un costume sur mesure, comme à tous les comédiens, puisque c'est censé être pendant la Révolution. Donc on était un peu habillés comme des marquis. Et je me souviens, on avait tourné, on a tourné à l'international. Et quand je suis allé dans ce studio, je sais plus si c'était en Hongrie, non, je crois que c'était à Budapest. Quand on a tourné et que j'ai eu pour la première fois le costume et que je suis allé sur le plateau, il y avait un très très long couloir. J'avais l'impression que le couloir il faisait 100 mètres. Donc je marchais pour la première fois avec le costume. Et ma démarche, au fur et à mesure, même si j'étais en fauteuil roulant à la fin, ma démarche, elle changeait. Et en fait, le costume a fait que, entre le moment où je suis rentré dans le couloir et au moment où j'en suis sorti, j'avais trouvé quelque chose d'un peu plus précieux, d'un peu plus hautain, d'un peu plus obséquieux. Et ça aide vraiment lors des castings, quand je m'habille en banquier, si c'est un banquier que je me mets en costard cravate, ben, j'ai pas la même gestuelle, j'ai pas la même façon de parler, j'ai pas le même regard que si je viens pour un routier où je vais avoir mis un polo et où je vais être un peu plus. C'est ta façon de te projeter dans le personnage, en fait. Oui, oui, moi ça m'aide beaucoup. Donc je parlais donc tu m'as dit deuxième étoile, Oui, Le Marquis. Bon, Le oui, Marquis qui est un de mes films préférés. Ouais, avec Franck ouais, Dubosc. je rigole de A à Z, Ouais, au nom de notre amitié. ouais, absolument. Et donc, toi, ton évolution de carrière, c'est d'abord ces films-là, tu continues enfin, tu arrêtes la pub, tu fais ces films-là, tu fais Alors, des rôles, on va dire des troisième quatrième rôles, cinquième rôles, oui, c'est ça? c'est ça. Bon, comme je m'étais fait virer d'Hachette Philippe Aki, je n'ai jamais plus renvoyé aux grandes dames de mon père un CV, c'était terminé. Donc là, les costards cravates, je les ai laissés Rangé. pourrir dans une armoire. Oui, Et bah tu mieux après, habillé comme ça, hein. comment? Tu mieux habillé comme ça. Merci, c'est gentil. Non, mais après, voilà, tu commences à faire effectivement des petits rôles. Alors, ma Mm. question, c'est plutôt la bascule. Comment tu passes de, tu fais énormément de casting à on t'appelle beaucoup pour des rôles? Parce que je pense à ton Bah, niveau aujourd'hui, tu as quand même des à un propositions, tu moment sais? donné, si tu veux, d'abord, il y a des publicités qui ont marqué. Par exemple, j'avais une publicité où je faisais un prof de maths et je terminais en jetant la craie, qui était un truc que j'avais pris à mon père qui faisait ça, et le fameux Vous avez 4 heures. Et cette publicité, c'est Mabrouk El-Meshri qui l'a réalisée. Elle a beaucoup, beaucoup marqué parce que les gens voyaient le prof de maths qu'ils avaient eu à l'école. Et Maurice Barthélémy, par exemple, pour Low Cost,
il m'a fait passer le casting et il m'a dit il m'a dit: «En fait, j'ai voulu te rencontrer, je ne te connaissais pas, parce que j'ai vu la publicité et en 30 secondes, je me suis dit: "Waouh, il est très fort ce mec"». Et si tu veux, c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup la publicité, j'en ai fait une quarantaine, c'est que tu dois faire passer une émotion qui est pas obligatoirement le rire. Je suis plus à l'aise dans le rire, mais en tout cas, à l'époque, j'étais plus à l'aise dans le rire. J'essaye maintenant d'avoir une palette, de m'amuser dans les 2 et j'aime de plus en plus les rôles noirs dramatiques. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la comédie, de par mon caractère, c'était sinon plus simple, presque plus évident pour moi. Mais dans les spots publicitaires, en 30 secondes, tu dois faire passer quelque chose. Et quand on te remarque, alors qu'on est dans un flot de publicité, bah, c'est que tu as réussi à trouver quelque chose. Et que, encore une fois, cette petite singularité, elle a tapé dans l'œil de Maurice Barthélémy, elle a tapé dans l'œil d'autres réalisateurs. Et c'est par les publicités qu'on s'est dit, tiens, on te proposerait bien un jour par-ci, un jour par-là. Et puis de fil en aiguille, les gens sont contents, ça fonctionne. Tu essayes toujours dans ta séquence de trouver un petit quelque chose. Ce que tu fais à chaque fois. Ce que moi j'arrive à faire en faisant un peu d'impro, c'est pas toujours, c'est pas toujours juste. Je suis très respectueux du texte des scénaristes et je suis très respectueux. Donc je vais toujours faire ce qu'on me demande. Mais à un moment donné, quand le réalisateur il a ce qu'il veut, notamment avec la scène telle qu'elle est écrite, je dis, est-ce que je peux te proposer quelque chose? On va voir, j'ai une idée, si Et on a c'est du ton temps. caractère aussi. Oui, C'est ce que je comprends de oui, c'est que ça a toujours été ton caractère, moi je ça? dis toujours, il y en a un peu plus, je vous laisse quand même. Moi je donne plus, d'abord parce que j'adore ça. Je donne plus et puis après ils font ce qu'ils veulent. Et souvent dans certaines impros que j'ai données, et ben quand c'est gardé, bah, ça fait que la scène, parfois, elle peut être plus, naturelle. Puis c'est un plaisir aussi. Heu et puis parfois, par exemple, je me souviens que dans les Caïras, ça improvisait aussi beaucoup. C'est-à-dire, Franck, Gaston Bide, Djib, Mehdi, dans la scène qu'on fait, ils improvisent aussi. Donc, il y a un répondant et donc ces impros, si ça fonctionne, C'est jackpot. ça fait que la scène, elle est alors après, ça fait partie d'un montage, mais on a cette richesse-là, on la prendra ou pas, mais on l'a. Donc, j'ai essayé de créer, cette, petite singularité-là et puis aussi je correspondais, à un profil. C'est-à-dire moi, je suis pas appelé pour être, le bellâtre. Pourtant, tu as des beaux yeux. Je suis pas ouais, c'est vrai, tu as raison. Non, mais je suis pas, Et tu as encore des cheveux. je suis pas, Tu as encore la chance et j'ai d'avoir des encore un cheveux. peu oui, c'est vrai, c'est vrai. Je les laisse pousser parce que dessus, ça se voit de moins en moins, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, heu et c'est aussi beaucoup la publicité qui a fait ça, mais je suis le français moyen, ordinaire, normal et un peu populo, un peu je l'ai vu, notamment avec, mon rôle dans Shérif, et ça me va très bien. Enfin, je me prends pas pour un autre, c'est ce que je suis en plus. Oui, toi, tu dis: «Je suis identifié comme ça, c'est mon rôle, je». Voilà. Donc je pense que, on avait aussi, besoin d'avoir, ce caractère, du, franco-français, un peu franchouillard, un peu, voilà, un peu beauf parfois, mais pas toujours, un peu c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de rôles de flics. Les flics ne sont pas des beaufs, hein, ne nous méprenons pas, mais ce que je veux dire un peu, parfois un Oui, peu la caricature, le de temps en stéréotype. temps, notamment en télévision, on caricature un peu, le juge il est comme ça, Ouais, l'instituteur c'est est comme normal. ça, le boucher il est comme ça, Ça permet de s'identifier ça aussi, ça permet de permet de s'identifier. Donc c'est vrai que j'étais aussi, voilà, je pense reconnaissable parce que je correspondais à des typologies de personnages. tu as une grosse actualité, J'ai une belle actualité. une belle actualité, ouais, c'est bien, c'est un meilleur mot. Tu une belle actualité parce que tu tournes avec plein de gens, que Mmh. tout le monde, connaît et reconnaît aujourd'hui, Rim Kérissi, Oui, Gérard Jugnot, tu viens de faire une super déhanchée pour je peux faire des cascades, hein. S'il y a un nouveau Largo Winch, n'hésitez pas, je suis prêt. à tous ceux qui nous entendent. Non, mais Rim Kérissi, Gérard Ouais. Jugnot, je te laisse un peu, nous Oui, expliquer alors un peu toutes tes actualités parce qu'il y a pas que celui-ci. oui, bah, Tu rejoues dans Du Cobu, tu ouais, reprends, du Cobu, là je vais jouer, vendredi, je suis content parce que je vais rencontrer non jeudi, Josiane Balasco. Moi je suis en fait, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis très content de faire ce métier parce que ça me permet de rencontrer des gens que je voyais quand j'étais gamin. Il n'y a pas le côté idolâtrie fan, mais quand tu donnes la réplique à Josiane Balasco que je ne connais pas, dont on me dit le plus grand bien, je me dis putain c'est chouette quand même, moi je l'ai vue quand j'étais gamin, dans le Père Noël, dans tous les films qu'elle a fait, et j'ai la chance, c'est une chance, enfin c'est une chance, je suis allé la saisir, je la crée ma chance. Si je suis là,
C'est grâce à moi, c'est pas égoïste et prétentieux. J'ai voulu faire ce métier, ça n'a pas été facile, j'ai pas été obligatoirement soutenu et c'est pas grave, je peux comprendre, qu'on n'ait pas envie. Si moi, ma fille de 14 ans me disait, «Je veux être, rugby woman professionnelle en équipe de France», je connais personne dans le rugby, je me dirais peut-être: «Tu veux pas un truc un peu plus, je sais pas». Safe. Encore que je crois pas que je réagirais comme ça, mais je comprends qu'on puisse réagir en se disant, quand moi je viens de Cognac, comme Éric Logérias, mes parents étaient enseignants, on n'avait personne, qui était dans le milieu artistique. Quand ton gamin te dit à Cognac, petite bourgade, «Je veux être acteur ou comique», mes parents enseignants se sont dit: «Ouais, ouais, d'accord, passe ton bac, on verra après» et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand j'ai la chance de côtoyer, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, François Cluzet avec qui j'ai rejoué là dans le film de Rime, déjà, je suis content. Je me dis: «Waouh» et puis ça, c'est moi, François Burlou. Mais il y a l'acteur et l'acteur finalement, heu, il est partenaire de ces gens-là. Donc on est tous les 2 entre guillemets «au même niveau» au moment où on joue. Il y a pas de, «Je suis une vedette, t'en es pas une». C'est 2 personnages qui se rencontrent, qui sont incarnés par 2 comédiens. Donc ça aussi, c'est hyper enthousiasmant de savoir comment ça va se passer. Moi, ce que je veux, c'est comment ça joue. Moi, ce que je veux, c'est le jeu. C'est ce que je dis toujours. Parfois, on me dit le public, le grand public, parfois me dit: «Mais pourquoi vous n'avez pas plus de grands rôles? Vous méritez, ah là, il y en a certains, mais vous». Je dis: «J'entends ce que vous me dites et je l'entends, avec, beaucoup de Ça fait du bien. ça fait du bien, enfin, je suis, reconnaissant de ça. Mais je dis: «Moi, si on me donne 5 minutes dans un match, je sais, moi, au fond, que je peux faire une mi-temps et je sais que je peux faire les 2 mi-temps. Mais si on me voit pour 5 minutes, et moi, je suis tellement content d'être sur le terrain que je vais tout donner pendant 5 minutes et peut-être que ces 5 minutes-là vont donner à d'autres l'idée de dire: Peut-être "On qu'il le ferait pas devrait jouer un jouer quart 10. d'heure Ouais. lui"» et puis, Gérard Jugnot, il s'est dit: «Bah, tiens, je vais lui donner un match». C'est-à-dire que Gérard, il a eu la gentillesse, on s'était croisés sur 2 films, mais on n'avait pas eu de séquence ensemble. Je sais qu'il avait un très bon a priori, de mon jeu parce que j'ai eu des échos, qui m'ont été rapportés et sur le dernier film qu'il a réalisé, Mauvaise pioche, au mois de mai, du côté de Marseille, il a, demandé, à ce que me soit confié un rôle de 9 jours, le quatrième rôle derrière, lui, Thierry Lhermitte et Philippe Lachaud. Il avait pensé à d'autres comédiens et je sais qu'à un moment donné sur tu sais, il y a les murs de prod, tu as les post-it avec les comédiens et je sais que je devais avoir un autre rôle et en regardant, il a dit: «Mais pourquoi on lui donnerait pas le rôle de Maxence?» et il y a un type qui a pris le post-it et qui m'a passé de rôle 22 à rôle 4, donc je suis très reconnaissant. J'ai lu le scénario, j'ai trouvé le scénario super. Il m'a fait confiance, je n'ai pas passé d'essai, donc je lui en ai parlé, je lui ai dit: «Je passe quand même des essais en général, même avec des réalisateurs que je connais, c'est». Il me dit: «Non mais moi, alors c'est aussi peut-être parce que c'est un acteur, mais il me dit: «Non mais moi, je vois qui tu es, je vois comment tu fonctionnes, je vois ta personnalité, je ne vais pas te faire passer d'essai». Moi Ça je me force suis des dit: grands. «Pour ce rôle-là, c'est lui, il sera le mieux» et à la fin du film, il me dit: «Et j'ai eu raison, je me suis pas trompé». Donc évidemment, tu te défonces 300 fois plus. J'étais d'abord très enthousiaste de venir, mais là, j'ai encore été plus enthousiaste. Le tournage, ça a été mon meilleur tournage, pas parce que le rôle est important, ça a été mon meilleur tournage parce que vraiment avec, que ça soit la production, l'artistique et l'équipe technique, on a formé une famille, on a fait un long métrage en un mois, donc c'est court, avec des extérieurs, avec des reconstitutions historiques, avec, voilà, il y avait plein de choses et hyper fluide. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu un hic de quelque chose et j'ai retrouvé une partie de l'équipe sur le film de Rim Kérissi qui s'appelle Pour le plaisir avec Alexandra Lamy et François Cluzet et on était mais comme si j'avais retrouvé des cousins, on s'est tombé dans les bras, tout le monde était hyper content, tout le monde ne repense qu'au film. On a hâte de le voir, ça sort le 1er avril. Alors ça, C'est c'est le film de Rim Kérissi ça parce ça que c'est le film de Gérard Jugnot. j'ai pas donné de date parce que je veux pas faire Alors, une Léa bah, Salamé, non, mais je veux oui, bien je veux bien que oui, tu nous la donnes les pauvre. dates de chaque film. Non, alors, le film de Gérard Jugnot qui s'appelle donc Mauvaise pioche, qui On est une peut comédie. on a le droit de dire de quoi il parle? Oui, tout à fait. En fait, il s'est inspiré, de l'histoire qui s'était, produite, sur un certain Joao qui avait été pris pour Dupont de Ligonnès. Donc le postulat de départ, c'est qu'il va être pris alors
dans le film, on l'appelle pas Dupont de Ligonnès, il a un autre nom, mais enfin, tout le monde Tout reconnaît le la monde même connaît, ouais. situation. Il est pris pour un autre, donc il va essayer de se dépatouiller de ça, de prouver que ce n'est pas lui. Alors il y a aussi tout l'enchaînement des chaînes d'information en continu, comment quelque chose peut vite exploser et puis redescendre aussi vite. On Et puis s'en il y a une rappelle, ouais. deuxième partie que je ne raconterai pas, mais où il se passe aussi beaucoup de choses. Et mon personnage est un facteur, meilleur ami de Gérard Jugnot dans le film. Euh, et on est toute une bande aussi autour de lui. Voilà. Et il Et y a celui-là, aussi il des. sort Alors ça sort le 1er avril. 1er avril. OK, Donc donc ça, on va en voilà, entendre parler. oui, bah oui, parce qu'on va jouer aussi le côté poisson d'avril peut-être. Est-ce qu'on l'a retrouvé ou pas? Et pareil, moi je l'ai pas vu encore. Le film est en finition, que le film est très très bien. Et c'est un bonheur de tourner. Moi, de me retrouver avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot et de donner la réplique à un moment donné. Je crois que la première scène qu'on a tournée, on est dans un parloir de prison, on est tous les trois. Et je me disais, putain, mon pote, t'es avec Lhermitte, t'es avec Jugnot. Et quand on commence à faire des vannes, machin, etc., que tu trouves des choses, que dans ton jeu, il y a des choses, et qui font, ah ouais, c'est bien ça. Moi, c'est ma petite médaille, je suis content. C'est bien Thierry Lhermitte, par contre. Comment? C'était Thierry Lhermitte que tu imitais? Non, 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 non. Mais c'est un mec super. Oui. C'est vraiment un type super. Et le film de Rime, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça s'appelle Pour le plaisir. C'est sur le plaisir féminin. C'est une comédie. Bah, Rime, pareil, c'est une directrice d'acteur qui te fait déjà comprendre qu'elle est contente que tu aies dit oui. Alors que moi, j'avais envie de dire, bah non, mais merci pour la confiance. Elle est contente, elle est enthousiaste, elle t'encourage. Ça fait du bien, hein? Moi, elle a dit à ses producteurs, c'est une Rolls Royce. Alors moi, j'ai commencé à faire. Bah, avant, j'étais un Kangoo et tout. Puis après, je me suis dit, non, mais prends les choses. Et donc, c'était très agréable. Là, le film que je vais tourner avec Josiane Balasco, donc qui s'appelle Le Viager. euh, Viager, c'est en référence au film, oui, alors c'est pas tout à ou fait c'est la pas même la même chose? histoire, Non? mais OK. oui, c'est Wilfried Méance euh, qui va réaliser. Pareil, Wilfried, on s'est rencontrés sur Jumeaux mais pas trop, qu'il a co-réalisé, et avec Olivier Ducré. C'est un film avec Ahmed Silla. Et on s'est très très bien entendu. Et en fait, il m'a rappelé en me disant tiens, j'ai un truc à te proposer, ça me ferait plaisir si tu pouvais le faire. Alors, c'est une séquence, une grosse séquence. Et la séquence est très drôle. Et j'ai dit mais bien sûr, oui, évidemment, évidemment. Donc, voilà, de fil en aiguille. Donc, ces choses-là vont sortir l'année prochaine. Et du Cobu, c'est pour faire plaisir à Ellie, voilà, qui a un copain et il tourne en Belgique. Il a besoin aussi de prendre beaucoup d'acteurs belges, c'est normal. Et puis il y avait une panouille à faire. Il m'a dit ah, bon, j'aurais voulu te proposer autre chose, mais ça me ferait plaisir. J'ai dit bah attends, évidemment, c'est parce que là c'est plus pour le pote, parce que j'ai beaucoup tourné avec Ellie comme partenaire. C'est un garçon aussi que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. Et voilà, donc, mais là, toutes ces choses, tout ce que j'ai fait, ça va sortir l'année prochaine. J'ai pas toutes les dates. Et donc j'espère que ça va On les être vu par récupère. d'autres et que ça va donner des idées à d'autres. Voilà. Il y a pas de raison. I Est-ce que une question, alors 2 questions en une, c'est, est-ce que tu as des regrets? Parce que tu disais que tu as commencé assez tard, puisque tu as claqué la porte de tout à 28 ans. Ouais. Donc un, est-ce que tu as des regrets? Et 2, c'est une question que moi j'aime bien poser, mais tu te vois où dans 5, 10 ans? Ah, j'aurais dû préparer l'interview. Est-ce que j'ai des regrets d'avoir tout arrêté? Ou Non, des regrets alors dans soit mon. des regrets d'avoir commencé plus tard, soit des regrets d'avoir tout arrêté, non, parce que là où tu en es aujourd'hui Non, fait que, mais est-ce que d'avoir non. commencé plus tard? Bah, non, j'ai pas de regrets parce que en fait, d'abord, ça s'est fait comme ça. Je crois que moi, j'aime bien dire que c'est important que les choses se fassent quand on est prêt. Et je pense que j'étais pas prêt. Euh, j'avais pas la maturité. J'ai su saisir l'opportunité de me faire virer et de me dire, pour la petite anecdote, mais parce que moi j'aime les signes, c'est quelque chose auquel je crois et je crois que c'est ça aussi qui a fait prendre la décision. Quand je sors de chez Hachette Philippe Aki avec mon chèque solde de tout compte et que je rentre dans mon petit appartement, je m'arrête pour boire un coup. Je suis dans le 14e, place d'Alésia, et je m'arrête pour boire un coup avant de rentrer chez moi. J'ai plus de boulot, je me suis fait virer, il faut que je m'inscrive aux Asséliques. Et je tourne la tête et il y a l'église d'Alésia et il y a un linceul, un grand linceul qui est déployé et il y a écrit « Deviens ce que tu es ». Et je regarde ce truc et je me suis dit « Ouais, mais bien sûr,
Et c'est ça qui a fait, tu vois, j'en ai la petite chair de poule de ce souvenir, parce que c'est ça qui a fait que j'ai passé le pas. J'aurais pu ne pas le faire, j'ai passé le pas. Si je l'ai pas fait avant, c'est que j'ai pas eu l'opportunité, que j'avais pas eu aussi, j'y avais peut-être pas pensé. Bon, voilà, j'ai su saisir cette voie-là, donc j'ai pas de regrets. Euh, Est-ce que j'ai un regret depuis? C'est pas un regret. Je pense que j'aurais dû peut-être plus rapidement comprendre comment ce métier fonctionne. Et, C'est pas un et, regret et, ça? et c'est pas vraiment un regret, mais en fait, je pensais que le travail et peut-être un peu le talent suffisaient. Et je me suis rendu compte sur le tard que il n'y a pas que le travail et le talent qui font que tu as ta place. Il y a d'autres choses un peu plus politiques, entre guillemets, un peu De plus, réseau, voilà, de réseau, de diplomatie, bien de sûr. façon, manière de se présenter, de manière de dire les choses, euh, de gérer les échecs, qui font que parfois, peut-être, oui, j'aurais pu être plus souple. Mais au final, je le comprends à 56 ans, enfin, je l'ai compris depuis quelques temps, donc c'est aussi pour ça aussi que les choses continuent à évoluer dans le bon sens. Et dans 5 ans, bah déjà, j'espère que je serai toujours là. Il y a pas de raison, On ne sait 56, jamais. quand même, c'est jeune. Non, mais oui, mais tu sais, en ce moment, j'accompagne un camarade. Enfin bref, voilà, donc qui est plus jeune et voilà, il faut essayer de rester en bonne santé. C'est important. Et puis dans ce métier aussi, parce que c'est un métier exigeant en termes physiques, même si on ne travaille pas tous les jours, que ce soit au théâtre, etc. Quand tu joues, pour le coup, au théâtre tous les soirs, C'est sportif. c'est pas juste 1 heure et demie, 2 heures, on rigole. Il faut pouvoir faire la même chose tous les soirs. Il y a un public qui est là, qui est à payer, et il faut être en forme. Et en fait, tu vois, c'est des choses auxquelles au début, quand j'ai commencé à faire du seul en scène, tu étais dans des cafés-théâtres, tu bois le coup, voilà. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, le lendemain, tu peux être un peu fatigué parce que tu as fait un peu la fête. T'as pas pris de trucs trop au sérieux. On est entre copains, on Mmh, rigole, ça mmh mh. va. Et t'es bien ton sketch, on boit un coup, deux coups. Puis à un moment donné, tu dis, ah, tiens, Tu moins dedans il y a une après. exigence. Ouais. Je fais une petite parenthèse, hier, il y avait, sur TF1 le film, Aline de Valérie Lemercier, et tu vois à quel point c'était exigeant parce qu'elle, elle a fait, Céline Dion justement, elle a fait des tournées, des tournées, des tournées. Ça rentre un peu dans ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu as pas ce niveau-là d'exigence Mais bien envers sûr. toi-même, on parlait de foot, ça peut être Ronaldo, c'est la même chose. C'est des gens qui ont une obligation d'hygiène de T'es vie qui obligé. est, T'es obligé. exceptionnelle. T'es obligé Tu d'avoir une t'astreins à ça hygiène. un peu? Ouais, 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 bah, de plus en plus, parce que d'abord, comme je vieillis, mais comme tout le monde, j'essaie effectivement de rester en forme. Moi, j'ai une grosse énergie. J'ai une grosse joie de vivre. Et je veux pas que mon corps, je veux pas être tributaire d'un corps un peu plus fatigué qui m'empêcherait de faire des choses. Donc même là, j'essaye. Et puis et comme je vois qu'autour de moi, voilà, certains peuvent avoir des soucis de santé graves, et que tu rentres dans une tranche d'âge où, bon, voilà, ça peut être aussi sur ta pomme. De plus en plus, j'essaye de faire attention. Ouais, euh, là, j'essaye un peu de perte de poids en ce moment. Je fais attention à ce que je mange. Je ne fume plus depuis 10 ans. Enfin bon, voilà. J'essaye de pas picoler Tout va dans le bon hormis. sens. Voilà. Oui, ça va. Après, bon, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un comédien, on est à la fois, on est son outil de travail, on est l'ouvrier, et la matière, c'est moi. Donc, c'est pas que cérébral ou émotionnel, c'est aussi physique, parce qu'il faut que je puisse jouer, il faut que je puisse. Donc, Et quand tu bouges, tu marches, enfin, faut pas que ça ouais, soit trop lourd, faut pas que tu sois trop quand, fatigué. quand tu apprends une pièce de théâtre, comme là je l'ai fait pour remplacer un camarade sur une tournée qui s'appelle Vive les vacances, donc de Anne Bouvier, où j'ai 9 représentations. Ma première, c'était samedi. Les autres ont joué depuis 40-50 fois. Donc il y a une pression, donc tu es un peu obligé d'être au taquet. Et quand tu apprends une pièce de théâtre, le rôle est assez conséquent, 1 heure et demie. Il faut qu'à un moment donné, tu l'aies dans le corps, le texte, pour l'oublier. Et ben pour l'avoir dans le corps, il faut que ton corps soit quand même plutôt bien conservé, entre guillemets, enfin au taquet. Parce que avoir un texte dans un corps qui est fatigué, trop gros, c'est pas la même. C'est pas, c'est un ensemble, voilà, qui est important. Enfin, moi, je juge que c'est important. Donc, dans 5 ans, j'espère être toujours là, mais voilà, on fait tout pour. Non, écoute, moi, j'essaye d'être quand même bien dans le présent, mais j'essaye quand même aussi comment dirais-je, de visualiser un peu les choses. C'est-à-dire que
comme j'aime à dire, j'essaye de voir ce que je crois et non pas de croire ce que je vois. C'est-à-dire que j'essaye de m'imaginer des choses et de projeter, c'est une sorte de visualisation, et de mettre la bonne énergie pour que ça se concrétise. Je vois qu'avec le théâtre, il est en train de se passer des choses et c'est des choses que j'ai visualisées. Alors je visualise et je projette que j'aimerais bien avoir une récurrence, par exemple, dans une série. Et puis en fait, d'essayer de continuer à faire des rencontres et qu'il y ait suffisamment de confiance pour pouvoir endosser des rôles différents et toujours m'amuser. J'aime à l'idée, on me voit de plus en plus sur des rôles. Alors là, c'est pas le cas parce que j'ai cité des comédies, mais on me voit de plus en plus sur des rôles dramatiques, voire un peu. Moi, j'adore ça, en fait. J'ai eu la chance de faire ça avec Olivier Marchal, qui est un pote dans Pax Massilia, où il m'a donné le rôle d'un pauvre gars abattu de tout. Et j'ai trouvé ça. Moi, c'est-à-dire que moi, je rêve de jouer. Ouais, j'avais fait ça aussi dans Les Enfants des Justes, où je faisais un bon français des années 40 qui balançait des juifs, et un salaud, en fait, pour être simple. Et j'adore ça. Parce que d'aller chercher des choses C'est la complexité qui du sont loin personnage, de hein? moi, j'avais fait il y a très longtemps j'ai joué c'était pas dans le texte, mais c'était suggéré à un pédophile. Et en fait, j'avais été pris, enfin, j'avais accepté parce qu'on m'avait dit, on l'a proposé à plein de gens, personne ne veut le faire. Et il n'y avait pas vraiment d'équivoque, mais il y avait une scène, on ne le voyait pas vrai, il était dans des flashbacks, et on le voyait, on suggérait l'état du type parce qu'à un moment donné, il sort d'une salle de bain, il remettait un peignoir, il ouvrait une porte-fenêtre dans une grande maison, et il y avait une petite fille de 10 ans qui passait, tête baissée, et il lui mettait la main sur les cheveux et la petite s'en allait. Et c'était un flashback. Et donc on comprenait que ce type était Une horreur. un, un salaud, une ordure. Et moi, quand on m'a proposé ça, j'ai dit tout de suite, bah ouais, 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 carrément, ouais. Si. Mon agent m'a dit, bah t'es sûr? Bah, je dis, attends, mais je veux savoir ce que ça fait. Et je me souviens que même physiquement, et je ne parlais pas, hein, physiquement, j'avais un mal de bide après, j'étais pas bien parce que ça t'oblige à aller chercher comment dirais-je, un instinct, des sentiments qui ne sont pas des sentiments qui m'habitent, donc dégueulasses. Et ça m'intéresse de me dire comment tu peux, pour que ça soit crédible, comment ça marche en fait. Comment ça marche un mec qui aime les enfants. Il y a un point de bascule, hein, quand même, dans ces Ouais. rôles-là. Heath Ledger quand il a fait, le Joker, Mm, Jean-Paul Rouve quand il a fait, mm, Maznev. mm. Enfin, il paraît que Oui, oui. ça l'a perturbé énormément, hein. Oui, oui, parce que en fait, t'habites le personnage, c'est-à-dire que tu as ses Tu es mots, obligé de le jouer, en fait, à un et moment pour donné. le jouer, pour l'incarner, c'est pas que de dire les mots, il faut qu'il y ait la psychologie quand même, il faut qu'on y Bah oui. croie. Surtout que, d'ailleurs, Rouve, il est très très bien dans Maznev. Il m'a profondément dérangé ce film, donc ça veut dire que ça fonctionne. C'est que pour pas qu'on voit Jean-Paul Rouve ou pour pas qu'on voit François Burlou, pour qu'on voit un pédophile ou on voit euh, un autre pédophile d'ailleurs qui est Maznev, C'est vrai. euh, il faut que l'acteur s'oublie. Pour s'oublier, il faut qu'on ait l'impression que le personnage, tout ça, c'est du fait, qu'on joue des rôles, on le sait, c'est Mais un comme un accord. Chacun sait que c'est pas Jean-Paul Rouve, que c'est Jean-Paul bien Rouve. sûr. Bon, mais il faut qu'on y croie à l'histoire. Donc il faut quand même être un peu dans la psychologie. Et moi, j'ai eu la grande chance d'interpréter un seul en scène qui s'appelle Augustin Malle n'est pas un assassin, qui est un texte qui a été écrit par Julie Douard, qui est une philosophe, mis en scène par Olivier Lopez, que j'ai joué à peu près 80 fois, à Avignon notamment, que je ne peux pas monter à Paris, malheureusement. Et c'est dans la tête d'un prédateur sexuel. Le texte est sublime. Ça a été édité chez POL, le texte est très beau. Et c'est sur le déni, et c'est un type qui qui va dans des centres de parole parce qu'il pense qu'il y verra des femmes et qu'il rencontrera peut-être la tendresse. Et on comprend qu'il a rencontré une Gigi qu'il trouve pas très jolie, mais il aime ses dents, il la drogue, il la ramène chez elle et il la viole. Sauf il le raconte comme une histoire d'amour. Le texte est très beau. Et je dis, je peux pas le jouer à Paris parce que cette pièce, Augustin Malle n'est pas un assassin, qui a été jouée partout en France, connaît un très beau succès et le texte est sublissime. Et c'est, je pense, mon plus beau rôle qui m'a été offert. Mais aujourd'hui, si tu veux, dans le théâtre parisien, j'ai fait un showcase au théâtre de la Tour Eiffel. Il y a plein de gens qui sont venus et qui ont trouvé que la pièce était remarquable. Mais on te dit, par contre,
faire un spectacle dans la tête d'un violeur aujourd'hui par rapport aux gens, etc. Et on me l'avait dit à Avignon. Et pendant que la personne me disait ça, un responsable de théâtre, les gens sortaient, le public, et les gens me disaient: Eh, bravo, hein, c'est formidable, hein, on est bousculé, mais bravo. Et je disais: vous pensez pour votre public. C'est bien qu'il y ait des séquences et des pièces sur euh, j'ai été harcelé, j'ai été violé, j'ai subi l'inceste. La parole de la victime. Donc c'est très bien. Mais si dans le débat, on ne montre pas ce qu'il y a dans la tête, et c'est pas pour défendre, si on ne montre pas dans la tête aussi ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui décide de violer, ça veut dire que ça n'existe pas et on ne se consacre. Donc on ne peut pas comprendre. Bon, voilà, le Et pour le spectacle. combattre, il faut le comprendre de toute façon. Mais en C'est tout la cas, et ce qui était intéressant, c'est que, en fait, moi, ça m'a quand même vachement positionné. Quand j'ai lu le texte, j'ai trouvé le texte remarquable. Et je me suis dit, mais je me suis posé la question de savoir non pas si j'avais envie de le jouer, mais si je savais le jouer. Si je savais jouer ça. Parce que pour moi, j'avais l'impression de rentrer à la Comédie Française. Et comme pour moi, la Comédie Française, c'est le top du top, le c'est Real de Graal. Madrid. Et que chaque fois que je vais voir des pièces, j'ai souvent, chaque fois que je ressors, je me dis, putain, mais on fait pas le même métier, en fait. Tu arrêtes de dire que tu es acteur, parce que là, bon, je suis très admiratif de ce travail-là. Mais quand j'ai eu, donc je leur ai dit, je vais apprendre le premier acte, et puis on va voir si ça peut se vulgariser, parce qu'on se demandait si ça serait pas une lecture, si ça serait pas. Bon. Et puis 15 jours après, on s'est revus, et on a vu que ça pouvait être vulgarisé, que le type pouvait se raconter. Et j'ai dit, bon, bah, ok. Donc après, j'ai appris les 130 pages. Je me suis dit, mais dans quoi tu t'embarques, en fait? Et puis le jour où j'ai eu le texte dans le corps et que c'est sorti, je me suis rendu compte que ça me transperçait, en fait. C'est-à-dire que les émotions, j'essayais d'y mettre ma part d'humanité, parce que le type est humain. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est que le public me disait parfois, il me disait, mais comment vous arrivez à jouer ce personnage? Je disais, mais moi, en fait, j'ai pas d'empathie ni de sympathie. Je n'ai pas de compassion ni de. Je tiens à distance le personnage et surtout, je ne le juge pas. Donc, comme je ne le juge pas, je ne suis qu'un vecteur. Il y a les mots de l'autrice qui racontent le psyché d'un homme. Ça passe par mon enveloppe et je la ressors. Mon caractère, ma personnalité, ce que je suis physiquement fait que ça met une bonhomie. Donc, parfois, comme c'est aussi parfois un petit enfant et pas qu'une ordure, bah, ça passe à travers moi. Mais et donc j'étais presque, ça m'échappait presque. Il y avait des émotions qui venaient, qui m'échappaient. Quand j'en sors, j'en sors. Mais je me disais, c'est hyper intéressant en fait. Dans le travail d'acteur, c'est hyper intéressant de faire ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, jouer un enculé d'enculé, ça ne m'intéresse pas. Jouer un type euh, qui n'aurait pas de psyché, qui n'aurait pas de remords, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je vois Ralph Fiennes dans euh, le film de Spielberg, La liste de Schindler, je me dis, moi, je veux jouer ça, moi. Je veux jouer. Quand j'ai vu le film Zone d'intérêt sur le commandant du camp d'Auschwitz qui vit à côté, je me dis, moi, je veux jouer ça. Je veux comprendre comment on peut arriver à montrer la pire des cruautés, le mal, et que ça soit normal, et que ça passe, et qu'on ait presque, comment dirais-je, une projection, c'est-à-dire qu'on ne se dise pas «Ah, mais quelle horreur!» mais qu'on se dise «Ah oui, c'est complexe». Parce que c'est complexe. Et Augustin Malle, il est complexe. Et ça m'a interrogé parce que je me suis dit, est-ce que le mal, c'est ce qu'on est? Est-ce que le mal, c'est ce qu'on fait? Et ça te permet de réfléchir, en fait, sur les choses, et donc aussi sur la vie de tous les jours. Et quand, je suis un peu long, je vais arrêter. Non, pas du tout, Pardon. mais parce qu'on voit que c'est En ça fait, ça ce que je veux te dire, c'est que ce métier de comédien, il est formidable parce qu'il te permet d'approcher des caractères qui sont éloignés de soi. Et plus je vais vers des caractères éloignés de moi, plus ça m'intéresse comme une recherche. Je suis, c'est pas prétentieux de le dire, parce qu'encore une fois, c'est un don, donc ça ne m'appartient pas. Je suis facile en comédie, donc j'adore jouer dans les comédies et j'adore être le gros con drôle ou pas, ou le type qui comprend pas, ou le type qui comprend, mais bon. Mais si tu veux, ça ne nécessite pas chez moi une grande recherche
parce que moi, je suis un con de base, donc jouer un con, voilà, mais c'est pas péjoratif, hein, je le dis avec, c'est que de temps en temps aussi, je suis impatient, je suis sûr de mon fait. Enfin, j'ai aussi ces caractères du type, donc ça devient drôle parce que tu dis: «Mais en fait, c'est 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 bizarre de réfléchir comme ça, de penser comme ça». Donc je suis aussi ça. Donc ça alimente aussi un certain nombre de personnages Et et quand on me dit ces rôles-là complexes, ils t'obligent à aller chercher. oui, voilà. Oui, voilà. Moi, souvent, les gens m'arrêtent en me disant: «Oh là là, on vous a vu là, eh, qu'est-ce que vous faites bien les gros cons?» Bah, je dis: «Bah oui, bien sûr, mais Mais c'est c'est facile. rigolo». Mais presque, j'ai envie de dire: «Bah, vous savez, ah, j'ai changé de vêtements, mais c'est un peu moi quand même». Dînez avec moi, vous verrez. Mais oui, mais d'aller vers la complexité, vers des personnages qu'il faut, essayer de comprendre. Je dis pas que je les comprends, je dis pas que j'ai la vérité sur Augustin Malle, par exemple, mais je me dis: «Qu'est-ce qui fait que tu fais ça, comme ça? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça des femmes?» et cetera et donc à partir du moment où c'est intégré ça, je le dis, ça devient naturel. Alors, ce qui est formidable, c'est que moi, quand je joue cette pièce, quand j'entendais dans la salle des «Oh!», je me disais ou quand il y avait un silence pesant à des moments, Tu réussi. je me disais: «C'est génial, Bah oui. c'est génial, c'est génial» et puis à la fin, les gens, tu sais, ils osent pas applaudir, mais quand ils sortent et qu'ils disent: C'est ça nous interroge, en fait, ce que vous avez Ah, ça fait. les perturbe, c'est normal. Merci beaucoup François. C'était Merci à toi, un vraiment bon moment Jonathan. parce qu'on a appris plein de choses, ça nous a permis de comprendre aussi, la psychologie de l'acteur, comment l'évolution de la carrière, enfin et puis toi, on te souhaite le meilleur. De toute façon, tout ce qu'on a, que ce que tu nous as dit sur les actualités, on va les rajouter. Ouais, Merci beaucoup en tout cas bah, pour tout, merci à c'était toi, un en tout cas. super moment. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.